Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur les antennes de Selem TV. Et vous suivez Libre-Échange, votre tribune participative à la vie de notre nation. 31 octobre 2014, 31 octobre 2018, voilà 4 ans jour pour jour que notre pays s'est insurgé. Une insurrection qui a conduit au départ du pouvoir du président Blaise Compaoré et l'élection d'un an plus tard, le président Roch-Marc Christian Kaboré. Autour de cette table pour revisiter ce passé récent de notre histoire. Alors, je reçois M. Sia Koudou, président de la FEDAPSI, Fédération des associations burkinabées en Côte d'Ivoire. M. Bamouni Fabrice Ismaël, représentant de la NAFA, la nouvelle alliance du FASO. Et enfin, Adama Kaboré, doctorant en histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, chacun d'entre nous a eu ses 30 et 31 octobre 2014. Je commence avec notre historien. Comment avez-vous vécu ces temps précieux, ces journées difficiles qu'a vécu le Burkina Faso en 2014? En 2014. Ok, merci d'abord. La question de l'insurrection, comment est-ce que les uns et les autres l'ont vécu, tout dépend un peu de l'approche de la situation. Nous étions en Côte d'Ivoire, donc on est obligé de suivre l'actualité par la télévision, appeler ceux qui sont là-bas. C'était un peu difficile parce qu'il fallait qu'on trouve une solution. On ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer parce que les choses ont commencé à s'empirer, donc on était vraiment dans l'inquiétude totale. Bon. J'espère qu'on va rentrer bien évidemment en profondeur pour expliquer mieux comment est-ce que les choses se sont passées, comment est-ce que ceux qui sont restés en Côte d'Ivoire et ceux qui sont restés au Burkina ont regardé la situation. Donc je pense qu'il faut avoir une approche très historique de la question. Alors, l'étudiant que vous étiez à l'époque, comment tu as vécu cette journée? Ça dit les informations. À quel moment tu t'es senti que maintenant les choses allaient basculer? Je dirais que c'est vraiment lorsque la jeunesse, la jeunesse est carrément mobilisée pour dire qu'il partait à Kosiam. À partir de ce moment, j'ai dit que vraiment nous sommes arrivés au point culminant. Le Rubicon a atteint, soit c'est le départ du président, je dirais le président Blaise Compaoré à son époque, soit on tombait carrément dans une histoire de bain de sang. Et je pense que là, la sagesse a habité les uns et les autres. Et la bonne décision a été prise et ça a été vraiment un ouf de soulagement. Alors, au NAFA, M. Fabrice, oui. Comment vous avez vécu cette situation? Disons que lors de l'insurrection populaire d'octobre 2014, en ce moment, la NAFA n'existait pas. Voilà, sinon en ce moment, moi particulièrement, vraiment ça a été une bouffée d'oxygène pour nous autres, parce que on inspirait un changement, un véritable changement. Voilà, donc pour l'instant, comme vous allez revenir, donc on va aller plus en profondeur. Voilà, sinon en ce moment, la NAFA n'existait pas en ce moment. Alors, puisque vous dites que vous espériez ce changement a eu lieu dans les conditions que vous savez. Alors, racontez-moi un peu, grosso modo, ces 48 heures que vous avez, c'est vrai, peut-être loin du Burkina, mais quand même près par le Caire et voilà. Effectivement. Justement, comment, à travers la télévision, avec vos amis, avec les camarades et autres, comment vous avez vécu ces événements-là? Voilà, on était tous scotchés à nos postes, ainsi de suite, même sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour pouvoir suivre l'actualité de bout en bout. Voilà, Dieu merci, nous avons suivi ça pour ne pas se faire raconter, pour ne pas avoir des échappées et tout ça. Donc, nous tous, on était obligés vraiment d'être au cœur même de l'information. Disons, Dieu merci, grâce à Internet aujourd'hui, tout est possible. Et donc, nous ici en Côte d'Ivoire, c'est vrai que nous sommes en Côte d'Ivoire et tout se passait de nos côtés là-bas, mais on suivait de plus près l'actualité de notre pays. Puisque nous-mêmes qui sommes ici, nous sommes vraiment ancrés dans la chose, nous voulons même avoir plus d'informations concernant notre pays. Donc, ce qui fait que même, on avait même des informations même que ceux-mêmes qui sont là-bas n'ont pas.
puisqu'on était toujours branchés à l'écoute pour voir ce qui se passait. Donc, nous tous, on a suivi la même chose, hein. Donc on a vu comment les choses se sont passées. Dieu merci, il faut dire que le pire a été évité. C'est l'essentiel. Le pire a été évité, vu tout ce qui était déjà mis en place. N'eût été la volonté de certaines personnes, vraiment, il allait avoir vraiment un bain de sang, que peut-être aujourd'hui, c'est vrai que lors de l'insurrection, on nous parle il y a eu des morts, peut-être une trentaine de morts, mais franchement dit, s'il n'y avait pas de bonne volonté pour pouvoir apaiser le cœur des uns et des autres, il allait avoir plus de sang au pays. Alors, c'est ce qu'on voulait éviter. Un déferlement populaire, une assemblée nationale en feu et en flamme, une ligue pratiquement, on sait des pneus brûlés, de bois, pratiquement des véhicules calcinés. Un pays, une capitale qui est pratiquement dans une période terrifiante. Alors, à la FEDAPSI, comment vous avez vécu ces événements-là en tant que société civile? Bon, merci d'abord. C'est comme tout ce que le frère vient de dire. La FEDAPSI, on a vécu ça. Au départ, la FEDAPSI, nous, on n'était pas pour la modification de l'article 37. Ça, tout le monde le disait. Vu que le pouvoir qui était en place il y a plus de 20 ans, la génération qui venait ne comprenait pas ce que le pouvoir est en train de faire. On n'était pas pour la modification. Mais quand il y a eu la manif, le premier jour, deuxième jour, c'est qu'on a vu, on a eu peur. En étant ici, parce que notre structure, la FEDAPSI, nous, on est né dans la crise ivoirienne. Et on a vu que le basculement de notre pays partait vers ce que nous, on a vécu ici. Là, nous tous, on a eu peur. Mais Dieu merci, la sagesse a habité tout le monde, comme on vient de le dire, et que les dirigeants qui étaient là, ils ont accepté de partir. Là, on dit, bon, on va voir ce que ça va donner, la situation. Bon, on aura le temps de revenir là-dessus, peut-être, si on a le temps d'approfondir un peu. Alors, mais c'était tout de même prévisible, parce qu'il y a eu des avertissements, ça et là, faites attention, le peuple n'y serait pas d'accord, il faut parler. Et voilà, qu'est-ce qui se passe-t-il en tant qu'homme politique? On a comme l'impression que parfois vous êtes un peu aveugle, sous les miens, parce qu'on n'entend pas la population. Sinon, on aurait pu éviter ce qui est arrivé, parce qu'il y a eu des prémices. Oui, effectivement, il y a eu des avertissements. Disons que moi, si je prends le cas de notre mentor, je vais parler de son excellence Djibril Solé, il a été l'un même des premiers du régime de Blaise Compaoré depuis 2011 a dit non à la modification de l'article 37. Et en ce moment même, le président actuel, c'est lui-même qui était le président de l'Assemblée nationale. Donc vous voyez aujourd'hui, ces mêmes gars qui étaient pour la modification de l'article 37, ce sont ces mêmes gars que nous retrouvons aujourd'hui au pouvoir. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, rien n'a changé, effectivement. Donc nous, vraiment, tous les Burkinabés sont sortis pour pouvoir dire non à Blaise Compaoré. Il fallait mettre fin à un régime de plus de 20 ans. Donc, on inspirait à un changement véritable au Burkina Faso. Mais dommage, ce changement n'y est pas. Voilà, tout ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que l'insurrection a été, disons, confisquée par des politiciens. Aujourd'hui, le changement qui inspirait le peuple burkinabé, ce n'est pas ce qu'on nous donne aujourd'hui. Qu'est-ce que vous entendez par confiscation? Oui, mais quand vous regardez, d'abord même avec la transition, le CNT, il y a eu des lois qui ont été votées, des candidats ont été injustement exclus. Et donc, quand vous voyez la situation aujourd'hui au Burkina Faso, on peut même dire que, remarquons que dans toute nation où il y a une exclusion, il y a toujours des conséquences. Oui, parce qu'il y a une partie du peuple qui se sent écartée. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. Aujourd'hui, quand vous voyez un peu tout ce qui se passe au Burkina, même le pouvoir qui est en place aujourd'hui est faible devant la situation qui prévoit aujourd'hui dans notre nation. Donc, quant à nous, nous demandons justement qu'on parte à la réconciliation. Une réconciliation sincère. Une réconciliation où on verra tous les fils du Burkina Faso
s'asseoir sur la même table et parler de la même parole. Sinon, vraiment, c'est pas... le Burkina est très loin de sortir de cette crise. Ok, avant de revenir à ce point-là, je voulais m'adresser à l'historien. Je vais parler de l'aveuglement de nos hommes politiques. Nous l'avons vu avec Moussa Traoré au Mali, on l'a vu avec Bokassa, on l'a vu pratiquement avec Mobutu, et récemment au Zimbabwe avec Mugabe. Mais qu'est-ce qui explique, selon vous, le fait que les politiciens, nos chefs d'État, nos gouvernants ne voient pas parfois, n'arrivent pas à anticiper les crises? Les crises. Merci bien pour cette question. Vous avez fait carrément le tour des différents chefs d'État qui se sont entêtés pour rester au pouvoir. Mais je crois bien que la question des hommes politiques qui, même sentant la situation venir, refusent de partir, s'explique sous 2 angles. Le premier volet, ils ne sont pas en contact direct avec les réalités de la population. C'est une réalité. Ils sont, je dirais, dans leur palais, ils ne touchent pas du doigt ce que la population vit, ce que la population veut. Et c'est carrément le contraire de Sankara qui se permettait d'aller en contact direct avec la population. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est aussi, je dirais, les conseillers qui n'arrivent pas à dire la vérité au président de la République. Lorsque vous sentez que la situation ne va pas, il faut dire qu'à tel niveau, il y a un problème pour qu'on puisse tirer les conclusions. Mais la question du Burkina est profonde. L'insurrection a ses causes lointaines et immédiates. Premier aspect, c'est que au Burkina, c'est un pays qui a été carrément, je dirais, qui a vécu plusieurs insurrections, des révolutions. Et en 87, la mort de Sankara en 87 n'a pas achevé, je dirais, les bases que Sankara avait déjà installées. Donc du coup, la mort de Sankara crée déjà 2 camps. On a le camp de ceux qui ne voulaient pas de Sankara et l'autre camp qui voulait que vraiment Sankara reste. Donc du coup, ceux qui sont pour Sankara, dont les sankaristes, vont toujours chercher, ou bien d'ailleurs ont toujours cherché à ce que le président parte du pouvoir. Donc ici, du point de vue historique déjà, on avait 2 camps. Deuxième aspect important, c'est du point de vue sociologique. 25 ans au pouvoir, c'en est de trop. Donc la jeune génération qui arrivait voulait un changement, avait soif d'un changement. Et pour ce changement, il fallait coûte que coûte passer par l'insurrection. Parce que si on passait par les élections, ils étaient sûrs que Blaise Compaoré allait remporter certainement le pouvoir. Ah ouais, drôle de démocratie pour nos continents qui malheureusement sont parfois obligés de passer par cette case-là pour qu'il y ait alternance. Alors, M. Sia, nous avons constaté que cette insurrection était quasiment l'émanation de la société civile. Oui, c'était pratiquement, pas cette fois-ci, pas une insurrection des militaires ni des partis politiques, mais une insurrection de la société civile, qui était pratiquement en première ligne. Alors, comment explique-t-on ce réveil de la société civile? Bon, ça, je peux dire, la société civile a fait son travail comme ça se doit, et c'est une nouvelle génération d'ailleurs de la société civile. Mais ce qui est dommage dans ce qu'on voit aujourd'hui, c'est comme ce que notre historien vient de dire tout à l'heure, on n'a pas tiré la leçon du passé. Comme on dit en 65 aussi, je ne sais pas la date. Oui, effectivement. C'est le peuple burkinabé, c'est un peuple. Quand tu prends cette histoire-là, en tout cas, c'est que le moment de Blaise Compaoré, vous voyez que et quand il y a quelque chose, ça va produire quelque chose. C'est comme la révolution, comme il a dit d'ailleurs. La révolution n'a pas achevé. Et ça, les gars, mais quand il y avait les élections au Burkina, quand on voit le taux de pourcentage, les gars ne votaient pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas. J'étais au Burkina quand il y a eu la mutinerie. Quand il y a eu la mutinerie, quand tu vois tout, même au sein du régime présidentiel, il y a eu la mutinerie. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Ceux qui sont autour du président du Faso à ce moment ne lui disent pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, on voyait ça. Moi, j'ai dit si on ne fait pas attention, un jour, ce sera le chaos. Mais je peux dire aujourd'hui, on ne souhaitait pas, mais on est arrivé où
on ne souhaite pas. Maintenant, où on est aujourd'hui, l'instruction, les gars ont sorti, ils ont fait partie Blaise Compaoré. Mais le problème n'est pas réglé. C'est ça le véritable problème aujourd'hui. Le problème n'est pas réglé. Parce qu'on a l'intention que quand on commence quelque chose, qu'on va arriver au bout, on coupe, et puis on s'assoit, on attend pour la prochaine instruction. C'est ça dommage qu'on doit essayer de dire, appeler les enfants des gens sortis dans la rue, après laisser tomber cette histoire-là, et d'autres s'accaparent, ils viennent s'asseoir, et puis on va recommencer à zéro. Ça ne sert à rien de faire les instructions. Parce que moi, mon constat, c'est ça. Alors, donc, si je vais bien voir, on va aller malheureusement d'insurrection en insurrection. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, peut-être que cette même société civile qui avait commencé, je crois, en 1965, puisque le régime Yameuro a été également sassé par une insurrection. Alors, nous avons vu également cette insurrection. Est-ce que ce n'est pas le temps, peut-être, que la société civile achève finalement le travail, puisque les politiciens n'y arrivent pas? Ou bien peut-être même de les contraindre, puisque maintenant au Burkina, on a la possibilité, sinon d'enlever un président, même par les élections, parce que la démocratie, en tout cas à ce niveau, ils sont... Est-ce que ce n'est pas là le moyen peut-être de corriger ou de dénoter un président de la République? Je vais parler avec mon politicien. Non. Disons, nommer un président de la République, vraiment, ce n'est pas encore le cas. Non, je ne dirais pas nommer. Ça dit le choix. Oui. Vous savez, avant, qu'on t'aime ou pas, tu es tout le temps réélu. Oui. Maintenant, au Burkina, ce n'est plus possible. Oui. Voilà. Est-ce que ce n'est pas peut-être le temps de sortir des petites cases? C'est-à-dire, je reçois 5 000 francs ou bien un t-shirt et puis bon, voilà, je te vote. Est-ce que ce n'est pas le moyen maintenant de prendre véritablement conscience et de décider du sort de celui qui a la destinée du pays quand il y a une élection, au lieu de suivre un homme pour un homme? Bon, vous savez, actuellement, disons, je vais parler de toute l'Afrique même. Lorsqu'il y a des élections, on voit toujours que c'est surtout le parti qui est au pouvoir qui a toujours les moyens, qui déploie de gros moyens. Et c'est vrai qu'on dit que non, on lutte contre la corruption, mais lorsque vous regardez, pendant des campagnes, par exemple, on voit des personnalités qui vont dans des villages pour aller acheter la conscience des uns et des autres. Tout cela, c'est dû à quoi? La pauvreté. Parce que vraiment, la majeure partie de la population est tellement pauvre. Et lorsque vous voyez quelqu'un qui vient vers vous, vous tendre un billet de 5 000 francs, que vous-même vous avez à peine d'avoir ce billet de 5 000 francs durant peut-être pendant une semaine, vous n'arrivez pas à avoir ce billet de 5 000 francs, qu'est-ce que vous allez faire? Quant à vous-même, c'est de prendre. Et puis il va vous dire, votez-moi. Et c'est comme ça. Mais moi, je pense que cet argent qui est distribué, c'est l'argent du contribuable. Maintenant, il faut vraiment conscientiser la population. Même si on vous donne l'argent, prenez car c'est pour nous-mêmes. Mais il faut, le jour des élections, c'est toi seul qui ira dans l'urne pour pouvoir voter. Donc quand c'est comme ça, il faut voter la personne qui est censée vraiment apporter le véritable changement que toi-même tu espères. Sinon, vraiment, si on ne se réveille pas, si les mentalités ne changent pas, ça sera vraiment difficile pour l'Afrique d'avoir un président qu'il faut. Un changement de mentalité s'impose, donc ça c'est le travail de la société civile. Oui. Avec Adama Kaboré, la jeunesse, cette jeunesse burkinabé qui a été dans la rue, cette jeunesse burkinabé qui a payé les plus forts, parce qu'au rang des victimes, il y a beaucoup plus de jeunes que tout autre âge. Alors, comment explique-t-on cette envie, cette volonté, cette détermination de prendre son destin soi-même? Soi-même, d'accord. Tout à l'heure, il a souligné des points importants. La jeunesse s'est réveillée pour pouvoir faire partie de Blaise Compaoré pour plusieurs raisons. Un premier élément qu'il faut prendre en compte, 25 ans, comme je le disais. 27. 27, c'était trop. Parce qu'il y a des gens qui sont nés, qui ont vu Blaise, qui ont grandi. C'est toujours la même personne qui est là. Bon, ils disent qu'il faut un changement. Deuxième élément important du point de vue sociologique et même économique. Il faut regarder les problèmes auxquels la jeunesse est confrontée. La question du chômage, la formation. Donc, ces éléments-là, pour eux,
ce pouvoir qui est en place ne pouvait pas faire mieux parce que durant 25 ans, on a vu ce que le pouvoir a proposé. Donc, il fallait carrément changer de régime, bon, pas de régime, mais de politicien, faire appel à une personne qui a un projet de gouvernement, un projet de société fiable. Parce que le projet de société proposé par le président sortant, qui a été chassé, je dirais, par l'insurrection, était dépassé. Donc la jeunesse était confrontée à plusieurs questions, le chômage, bon, il fallait maintenant changer carrément de rythme pour voir quel est l'avenir qu'on pourrait leur proposer. Alors, en termes de en gains, dehors, bien évidemment, qu'est-ce qu'on peut peut-être énumérer en termes de gains lors de cette insurrection? 4 ans après, qu'est-ce que le Burkinabé a gagné qu'il n'a pas pu obtenir avant cette date? Oui, moi je dirais que le Burkinabé n'a rien gagné après l'insurrection. Oui. Ce qu'on espérait avoir, ce n'est pas ça qui nous est servi aujourd'hui. Je dirais même, ce qui nous est servi aujourd'hui, c'est pire. Quand vous voyez des gens qui sont capables d'apporter par leur expertise les touches au développement de notre nation, mais qui sont privés de leurs droits. Je veux parler du cas du général Bassolé. C'est lui-là même qui maîtrise les questions sécuritaires et autres, qui peut, de par ses relations, peut apporter un plus au développement du Burkina Faso. La justice burkinabé le blanchit, le libère, et les politiques le mettent en résidence surveillée. Donc voilà le problème qui se pose aujourd'hui. Une partie de la population est vue écartée. De même, voici des élections qui arrivent en 2020. Déjà, un président de la République, au lieu de faire face aux besoins de la population, non, il se permet à mi-mandat déjà de déclarer sa candidature pour 2020. Ce qui n'est pas interdit. Voilà. Oui, ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas ça le plus intéressant, le plus important pour le moment. Le Burkinabé qui est là, c'est qu'il a demandé depuis l'insurrection. Et grâce à Dieu, Roch est arrivé au pouvoir, mais ce n'est pas ce qui lui est servi. Ce n'est pas à ça qu'il inspirait en faisant l'insurrection populaire. Donc c'est vraiment dommage pour dire que, vraiment, moi j'ai toujours dit, il faut aller à la réconciliation nationale et vraiment et de laisser tous les Burkinabés s'asseoir sur la même table, parler de la même parole, afin qu'on puisse vraiment tous mettre la main dans la pâte pour un développement. Alors, nous sommes pris par le temps, c'est bientôt la fin de cette émission. Donc, tes solutions, quelles sont tes propositions de solutions en 30 secondes? Bon, quant à moi, je dirais que c'est toujours, je prône la réconciliation entre tous les Burkinabés et de ne plus faire comme avant l'exclusion. Et voilà qu'une partie de la communauté burkinabé, de la diaspora burkinabé est exclue encore aux élections à venir. Soit disant de voter avec une CNIB ou un passeport diplomatique, un passeport. Combien sommes-nous qui avons ces différentes pièces? La majorité, non. Donc, ce qui veut dire qu'il y a encore une partie, une grande majorité qui est exclue. Donc, nous allons d'exclusion en exclusion. Et quand c'est comme ça ne règle pas les problèmes. Donc, il faut écouter les uns et les autres, prendre en compte les suggestions des autres. Okay. Et c'est là que nous pourrons aller. Ok, l'histoire, c'est le passé, c'est le présent, c'est aussi le futur. Alors, l'historien que vous êtes, et également le jeune, quelle solution avez-vous à l'endroit de notre Burkina Faso? Prenons un peu, je dirais, toutes les révolutions qui se sont passées dans les pays. Je prends le cas de la France en 1789. Juste après l'insurrection, les gens se sont assis et ils ont défini une ligne de conduite pour le pays. C'est le cas aussi du Burkina. Il faut qu'on tire les leçons de ce qui s'est passé et que les uns et les autres s'asseyent sur une même table, définissent, je dirais, un projet de société fiable qui doit permettre aux citoyens, aux enfants et de ce pays, du Burkina, de vivre en parfaite harmonie envers les uns contre les autres. Parce qu'actuellement, il y a trop de divisions entre la jeunesse, entre même les peuples du Burkina. À la FEDAPSI, à la société civile, une solution, une proposition de solution. Notre solution, il faut que les Burkinabés se parlent.
Il faut qu'on se parle et on se dise la vérité. La société civile d'aujourd'hui doit être une société civile responsable. Parce que ce que je vois là, la société civile qu'on se voit actuellement, chacun a un camp. Pourtant, la société civile doit lutter. C'est nous qui devons faire en sorte pour qu'il y ait une base pour notre pays, tous les manquements. J'espérais même qu'à le moment de la transition, ça allait être, mais ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, dommage. Là, on appelle la conscience de tout le monde pour qu'on soit... Si tu es de la société civile, il faut accepter de souffrir. Il ne faut pas chercher que tu des grosses enveloppes pour pouvoir faire ta mission. Ce qui est vérité, dis la vérité et on va avancer sur la vérité. Si on accepte de s'asseoir autour d'une table comme on le fait, vous le faites aujourd'hui avec nous, tout ce qui compose de Burkina, si il a fait quelque chose qui n'est pas bon pour le Burkina Faso, et la justice va s'attuer. Mais laisser les autres au dehors, ce n'est pas bon. La réconciliation, c'est important. Ok, chaque génération dans une opacité totale doit découvrir sa mission, l'accomplir ou l'abandonner, disait Frantz Fanon. On nous a parlé pour certains de la génération 65. Nous avons été acteurs ou témoins de la génération de 2014. Nous osons espérer une autre insurrection, mais cette fois-ci économique, une insurrection du développement, une insurrection contre le terrorisme. Mesdames et messieurs, je recevais ici sur ce plateau à l'occasion du 4e anniversaire de l'insurrection populaire du Burkina, Monsieur Sia Koudougou, président de la FEDAPSI, Fédération des associations burkinabè en Côte d'Ivoire, Monsieur Fabrice Bamouni Ismaël, le représentant de la NAFA, la nation, la nouvelle alliance du Faso, et également Adama Kaboré, historien, doctorant à l'université de Cocody. J'ai été très ravi d'être en votre compagnie, mesdames et messieurs. C'est la fin de Libre-Échange pour aujourd'hui. On se retrouve, Inch'Allah, à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.